Chers amis, bonsoir. Nous sommes le 10 avril 2024. Vous êtes sur Paix et Guerre. Je suis heureuse de vous retrouver comme chaque semaine. Je veux commencer en vous remerciant de vos premiers dons sur Tipeee. Bon, je n'ai pas encore tout à fait compris comment on les récupérait, mais néanmoins, ça va m'être utile de toute façon et je vous en remercie vraiment. Ce soutien est très important pour moi, pour la chaîne, enfin pour pouvoir continuer à faire ce que je souhaite, c'est-à-dire vous parler de choses importantes régulièrement et sans tabou. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire en fait un commentaire sur un certain nombre de points, j'en ai noté 6, concernant l'actualité géopolitique générale. Mais évidemment, je vais commencer par réitérer, par vous redire toute l'inquiétude qui est la mienne et qui ne faiblit pas malheureusement quant à la voie choisie par notre pays dans le conflit en Ukraine. Car j'ai l'impression que chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de développement dangereux et de déploiement extrêmement dangereux de mon point de vue sur le territoire ukrainien. Le problème, c'est que, bon, on veut, en continuant à parler de mettre des troupes au sol, de n'avoir pas de ligne rouge, de n'avoir pas de limite, de pouvoir aider l'Ukraine démocratique, paraît-il, jusqu'au bout. On parle de tout cela comme étant la marque d'une grande intransigeance. Et effectivement, ça l'est, mais l'intransigeance, ce n'est pas l'aveuglement. Et l'intransigeance, ça n'exclut pas l'intelligence. Ce serait même bien que ça aille ensemble, à vrai dire. Vis-à-vis de la Russie, ça me semble de plus en plus important de comprendre ça et de sortir de cette rhétorique strictement guerrière qui en fait est un entonnoir, est une impasse totale dont on ne connaît pas l'issue et dont je crains qu'elle ne soit pas forcément à notre avantage parce qu'on est dans cet aveuglement avec tous les dangers associés et en fait bien sûr ça traduit une forme d'impuissance du pôle occidental. Vous savez, plus on parle de force, de puissance, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on va faire, plus généralement, on est dans une mauvaise posture et simplement, on refuse d'ouvrir ses œillères et on refuse de se donner une liberté de manœuvre, une marge de manœuvre plus grande. Et en l'espèce, elle passerait par un véritable dialogue. Là, nous, on est en mode panique, désespoir, fuite en avant et on masque tout ça par de la martialité. Bon. Alors, il y a un bon exemple de ça. C'est la dernière déclaration, je crois ce matin ou hier, je ne sais plus, de notre ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui vient de dire « Il n'y a plus d'intérêt à parler avec les responsables russes ». Je ris tellement c'est absurde. De mon point de vue, il n'y en a jamais eu autant d'intérêt à parler avec les Russes, mais évidemment pas pour dire n'importe quoi. Voilà, parce que les Russes ne sont pas dans le narratif, ils sont dans l'action, les effets, ils font ce qu'ils disent ce qu'ils font. Ça c'est un vrai sujet parce que nous, ça fait longtemps qu'on fait plus ce qu'on dit et qu'on ne dit plus ce qu'on fait. Donc on est très différents dans la manière de traiter la guerre, de traiter l'information, de traiter d'ailleurs aussi la propagande, la désinformation. Encore une fois, je suis bien d'accord sur le fait que la Russie a toute une manière de présenter ce qui se passe et de désinformer aussi, bien sûr, mais ce n'est pas pour les mêmes objectifs. Et ça, on ne veut pas le comprendre. Donc, nous avons notre ministre des Affaires étrangères qui vient d'expliquer que ça ne sert plus à rien, en fait, de parler avec les Russes. C'est comme si on disait, bah, écoutez, maintenant on ne parle plus, on tape, on frappe, et puis on verra bien le premier qui sera KO. Donc, la marche à la guerre se poursuit. N'oublions pas que notre président de la République a récemment dit d'un air désinvolte et en même temps, comme s'il n'avait pas le choix, je vais bientôt devoir envoyer des mecs à Odessa. Voilà, ça c'est le président de la République française qui a dit ça. On peut évidemment penser que s'il n'a pas le choix, bah, c'est qu'il a des ordres ou des incitations. D'où peuvent-elles venir? Bah, toujours des mêmes, en Grande-Bretagne, Amérique. On ne fait rien vraiment de notre propre initiative en dépit de toute la geste
et de toutes les postures soi-disant tellement indépendantes, autonomes, voilà, martiales, c'est le terme en fait. Et donc, le président dit qu'il va devoir envoyer des mecs. Stéphane Séjourné, notre ministre, explique que c'est plus la peine de parler avec les responsables russes. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, prend son air de Calimero habituel pour dire que il a discuté, enfin, il est côte à côte avec le ministre de la Défense ukrainien et fait une grande déclaration sur le thème « L'Ukraine doit entrer dans l'OTAN et l'Ukraine entrera dans l'OTAN ». Donc, en fait, tout est fait pour que la situation s'envenime militairement. C'est clair. C'est pas comme ça qu'on va discuter, c'est pas comme ça qu'on va cesser le feu, c'est pas comme ça qu'on va sauver le peuple ukrainien et ce qu'il en reste, plus exactement. C'est pas comme ça qu'on va restabiliser l'Europe, la sécurité en Europe ou quoi que ce soit. Donc on fait tout pour que ça se dégrade. Parce qu'évidemment, quand on redit après les raisons pour lesquelles la Russie est entrée en Ukraine, quand on redit que l'Ukraine doit entrer dans l'OTAN et que c'est pour être protégée qu'on va la faire rentrer dans l'OTAN, là, on se prend à penser que vraiment on ne comprend rien du côté occidental, ou on ne veut rien comprendre, parce qu'à mon avis on comprend fort bien, mais on fait semblant de ne pas comprendre la position russe. C'est juste un chiffon rouge. Si vous continuez à dire ça, ils ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas, ils devaient entrer en Ukraine, un, pour protéger les populations du Donbass qui se faisaient bombarder depuis 7 ans, ok, et deux, pour reneutraliser l'Ukraine, pour qu'il ne puisse pas y avoir de base OTAN qui commençait à s'installer sur ce territoire, qui pouvait menacer les bases stratégiques russes, en divisant par 2 le temps de réaction sur une attaque OTAN vers le territoire russe. Bon, c'est quand même très très clair, c'est le B à bas. Enfin, qui ne comprend pas quoi là-dedans? C'est d'une simplicité biblique. C'est exactement la même chose que ce qui s'est passé en 1961-62 à Cuba, entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque, où les États-Unis ont mis des bases de missiles en Turquie et les Soviétiques ont dit « Ah bon, bah alors d'accord, bah nous on t'en met à Cuba ». Voilà. Et puis finalement, bah, tout le monde a compris que le danger était trop lourd et que donc il fallait rapidement remettre ses billes chez soi et que les vaches seraient bien gardées. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ça. Pourquoi? Mais parce qu'on veut continuer. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas le choix et qu'on ne veut pas être intelligent. Donc si on n'est pas intelligent, ben, c'est une lapalissade, on est stupide. Donc on continue à aller vers le pire, vers la stratégie du pire, et pour faire cette stratégie du pire. Alors, bon, nous, on y va, les Français, manifestement, de plus en plus, main dans la main avec les Anglais. Il y a une forte coopération entre l'Élysée et Downing Street, entre Cameron et Macron. Bon, on est dans un jusqu'au-boutisme délirant. On sait que les services britanniques sont derrière la création et la formation des services secrets ukrainiens, ça on le sait. On sait qu'ils sont derrière toutes les milices d'extrême droite ukrainienne depuis des décennies, on le sait. Ça n'est plus tout ça, ce ne sont plus des secrets, c'est des secrets de polichinelle. Mais le problème, c'est qu'on va vers cette folie guerrière et on est un peu en service commandé. Alors, pourquoi? Bon. Bien sûr, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois ici. Bon, d'abord, on est très très humilié, on est très très furieux, on est en très mauvais espace géopolitique global, hein, du point de vue occidental, et donc on ne veut pas reconnaître nos torts, on ne veut pas reconnaître nos erreurs d'appréciation. Appréciation sur la capacité russe de réaction, appréciation sur la capacité économique russe de réaction. Bref, on a fait un enchaînement de très mauvais calculs en poussant les armées ukrainiennes à mettre vraiment la Russie finalement en demeure de devoir réagir au nom de la responsabilité de protéger, etc., les populations du Donbass. On explique que c'est une violation flagrante du droit international, oui, mais en même temps,
dans le droit international, un, il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et deux, il y a dans les pratiques occidentales depuis 30 ans, non seulement le droit d'ingérence, qu'on a abondamment utilisé, mais il y a aussi la responsabilité de protéger. Et c'est dans la constitution russe, en plus. Bon. Donc, moi je pense qu'il y a essentiellement de plus en plus des considérations, et c'est d'autant plus tragique et même indécent moralement et éthiquement, il y a de plus en plus de très lourdes considérations de politique interne, en France comme aux États-Unis. La guerre a du bon, on le sait, c'est pas nouveau. Pour annuler un scrutin américain très très mal engagé quand même pour le clan démocrate, très très mal, et de plus en plus mal d'ailleurs en dépit de tout ce qu'ils essaient de faire pour empêcher Trump d'arriver ou de revenir. Et puis au plan européen et français, bon, on peut dire que le pouvoir actuel est effectivement en mauvaise posture aussi, que le scrutin européen est mal engagé pour les formations au pouvoir et que finalement, être en guerre, ça permet de faire un certain nombre de choses. Ça permet de faire des réquisitions, ça permet de geler des comptes bancaires des citoyens, ça permet tout un tas de choses qui, je l'espère, ne sont pas dans l'esprit de nos dirigeants en tant que tels, mais c'est certainement des parties de l'évaluation qui est faite et des motivations au moins partielles. Voilà. Parce qu'il est évident que si l'Europe part en guerre, parce que ce ne sera pas l'Amérique qui va partir directement en guerre, naturellement, elle nous laisse faire. Et elle a même, au prétexte qu'elle va se dégager, qu'on a peur que si Trump revenait, il abandonne l'OTAN, etc., etc. Tout ça est fait pour dire, donc l'Europe doit se renforcer, donc l'Europe doit devenir autonome stratégiquement et militairement. Ça, à mon avis, c'est pas demain la veille. Mais c'est aussi une manière de pouvoir expliquer qu'il faut de l'argent, de pouvoir se remettre tous en position du camp du bien, affrontant le camp du mal, n'est-ce pas, qui est, comme d'habitude, la Russie. Bon. Donc, motivation, considération de politique intérieure, en France certainement, comme aux États-Unis certainement aussi, et toujours très mauvaise estimation de la patience stratégique russe et de ce qu'on appelle d'ailleurs infliger une défaite stratégique à la Russie. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Voilà, la Russie est en train d'infliger une défaite stratégique à l'OTAN. D'abord parce qu'elle dépeuple ses stocks depuis 2 ans. Voilà, au nom de l'aide à l'Ukraine, on est juste en train de tous se déshabiller. Voilà, et on n'est pas capable de replenish, j'ai le terme anglais qui me vient à l'esprit, de reconstituer nos stocks, en tout cas pas assez vite pour permettre à l'Ukraine de tenir face à la Russie, et encore moins pour lui permettre de renverser le rapport de force, ça c'est même pas la peine. Donc on est dans une situation où on n'a pas du tout compris les options tactiques russes, militaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle le grinding, la stratégie d'attrition, la tactique d'attrition, longue, méthodique, très... voilà, chaque petit bout après chaque petit bout, ce n'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre de démilitarisation. Il s'agit d'affaiblir, il s'agit de faire que l'Ukraine n'ait plus rien d'une force militaire, voilà, qu'elle ne puisse plus être une force militaire menaçante pour la Russie, même avec l'aide des alliés, ce qui est le cas depuis 2015. Bon. Donc, on continue, à ne pas comprendre ce que c'est que la patience stratégique, et pourtant on en bénéficie, parce qu'avec toutes les provocations qu'on fait, si Poutine n'était pas aussi calme, il y a longtemps que ça se serait très très mal passé, à la fois pour les Ukrainiens, bien plus mal encore qu'aujourd'hui, et peut-être au-delà. Et on prend sa patience stratégique pour du bluff, ou le reflet de problèmes internes ou de faiblesses internes, et on se dit, en fait, moi je pense qu'on se dit que Vladimir Poutine, face à toutes nos déclarations martiales, guerrières, pas de ligne rouge, pas de limite, des troupes sur le sol ukrainien, etc., 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 qui va finir par reculer, par faiblesse, ou d'ailleurs par intelligence vis-à-vis de notre folie. Et à ce moment-là, on pourra vendre ça comme une victoire, évidemment, contre la Russie.
C'est ça le calcul. Donc, on se met en situation de faire planer des menaces extrêmement directes. Parce que quand la Russie répond « mais moi j'ai l'arme nucléaire, n'oubliez pas, et puis j'ai les armes hypersoniques, et puis arrêtez de me pousser, arrêtez-moi ou je fais un malheur », comme dirait l'autre. On se met en situation de faire planer cette menace très réelle d'une réaction nucléaire au moins tactique russe sur le territoire ukrainien, ou pire, au-delà, mais là, c'est la fin du monde, c'est juste la fin du monde, on parle de la fin du monde, comme si on prenait le thé, n'est-ce pas? Pour justifier l'avancée des forces de l'OTAN, en misant sur le fait qu'à la fin, Vladimir Poutine se dira, mais ils sont fous, ils sont complètement fous, ces OTANiens, ok, je vais les laisser faire, tant pis, je vais faire ma zone sanitaire, je vais essayer d'avoir le plus d'espace possible entre les forces de l'OTAN en Ukraine et moi, parce que sinon, si je réagis comme je devrais le faire face à leurs provocations, ben c'est la fin, on va tous mourir, tout simplement. Hein, voilà. Alors, je dirais que c'est un calcul. C'est un calcul extrêmement hasardeux. Quand vous écoutez les responsables russes, je suis désolée, là encore, moi je fais de l'analyse, je ne vous dis pas que c'est bien, que c'est mal, ça n'a aucun intérêt, franchement, d'être comme ça. En revanche, il faut écouter ce qu'ils disent. Peut-être que notre ministre des Affaires étrangères ne veut plus leur parler, mais en tout cas, il devrait les écouter ou les faire écouter par ses employés, par les gens qui sont autour de lui. Parce que les responsables russes, ils disent tous la même chose sur des modes différents, violents, brutal, un peu grossier, très diplomatique. Ils disent tous la même chose. Ils disent, pour nous, c'est existentiel. Pour vous, ça ne l'est pas. On ne vous menace pas. On ne menace pas l'Europe. Il n'y a que vous qui racontez qu'on menace l'Europe. On ne menace pas l'Europe. On ne risque pas. L'OTAN, c'est bien trop gros, c'est bien trop énorme, c'est bien trop... Ça n'a aucun intérêt pour nous. On s'en fout. On est le plus grand pays du monde déjà. Donc, hein, déjà, si on arrivait juste à être tranquille chez nous, bon. Mais nous, comme on est sur une dialectique, on explique que c'est un impérialisme terrifiant qui va envahir tous nos territoires et que ça justifie donc nos postures guerrières, on est en train de... On ne comprend pas ce qu'ils racontent. Eux, ils expliquent que c'est existentiel, c'est-à-dire que s'il y a demain des bases OTAN potentiellement nucléaires en Ukraine, la Russie, la nation russe, l'État russe sont en danger de mort. Voilà, c'est ça la menace existentielle. Hein. C'est pas un truc complètement abstrait, c'est très 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 concret. Voilà. Bon. Donc, calcul très hasardeux de notre part. Deuxième point, c'est un premier point un peu long, mais je pense qu'il était important de le faire. Deuxième point, il y a eu une conversation qui a d'ailleurs motivé la déclaration de Stéphane Séjourné dont je viens de vous parler, une conversation entre le ministre de la Défense russe, Shoigu, et le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu. Et alors, ce qui est très amusant, bon, ça arrive, hein, mais enfin là quand même, les comptes rendus de cette conversation téléphonique sont diamétralement, sont complètement différents. Ils ne sont même pas opposés, ils n'ont rien à voir. La version du compte-rendu russe est très courte, très brutale, limite un peu, pas grossière, mais très, très, très dure, très, voilà, total manque de courtoisie, enfin, stiff, comme on dirait en anglais. Le compte-rendu dit que c'est les Français qui voulaient appeler les Russes, qu'ils ont essayé à de multiples reprises, que finalement Shoigu a pris le cornu au téléphone et que les Français voulaient discuter de négociations de paix, des conditions de la paix et du gel du conflit. Voilà. Côté français, on dit pas du tout. Pas du tout. Nous ne voulions pas du tout parler de négociations, ni de rien du tout. Nous voulions parler de l'attaque terroriste sur le Crocus City Hall, qui a eu lieu il y a 15 jours, je vous en ai parlé dans une émission précédente,
Nous voulions parler d'Asie, etc. Nous voulions voilà, parler avec les Russes, enfin sur le thème, voilà, on fait un pas vers vous, on va vous expliquer d'où vient l'attentat. C'est vraiment, on les prend pour des poulets de 6 semaines, c'est assez effrayant. Donc, quels sont les motifs de la France pour discuter avec le ministre de la Défense russe de l'attaque via ISIS, commanditée bien plus haut, et en tout cas bien plus loin, et on le sait maintenant, le comité d'enquête russe l'a dit, et il y a tellement de petits éléments qui le trahissent, commandité par l'Ukraine. Et peut-être les gens qui l'aident, voilà. Je ne parle pas de nous, hein. Je parle plutôt du côté anglo-saxon du spectre. Donc, quel intérêt? Glaner de l'info sur ce que les Russes savent, bof, quoi. À quoi ça sert? Nous-mêmes, on est en alerte attentat. Nous-mêmes, je pense d'ailleurs que si la Russie avait des éléments d'imminents attentats sur le sol français, je pense que justement la solidarité qui a toujours eu lieu sur le thème terroriste, qui était de faire en sorte qu'on se prévienne les uns les autres quand même de ce qui est considéré comme une menace commune, je pense que ça se vérifierait encore. Je crois qu'en fait, la réalité, c'est que les Français voulaient voir si les Russes pouvaient s'assouplir et assouplir leur position sur le projet français de mettre éventuellement des troupes sur le territoire ukrainien. Parce qu'évidemment, les Français sont assez inquiets, et notamment assez inquiets des déclarations du vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, récentes, il en fait souvent, mais enfin les dernières étaient quand même extrêmement grossières, là on peut le dire, vis-à-vis des Français, et très claires surtout, en disant, mais si jamais les Français, on vous a suffisamment prévenu, si vous persistez à vouloir mettre des troupes françaises sur le sol ukrainien, on les tuera tous. Voilà, il l'a dit haut et clair dans une interview à un journaliste français. Et je pense que ça provoque quand même des inquiétudes, non seulement dans nos armées, dans nos états-majors, et on peut le comprendre, mais bien sûr à l'Élysée aussi et au ministère de la Défense. Donc, l'idée, c'était peut-être de voir dans quelle mesure, finalement, mais ça c'est toujours le délire de nos positions occidentales, on fait la guerre à la Russie, on provoque, on passe notre vie à la mettre dos au mur, et puis on attend quand même qu'elle fasse des efforts dans un certain nombre de domaines, qu'elle ne soit pas trop intransigeante elle-même, si jamais on met des petits bonshommes armés sur le territoire ukrainien, qu'elle ne considère pas ça comme un casus belli, etc., etc. Je rappelle aussi qu'il y a 2 semaines, Vladimir Poutine lui-même, dans une interview, je crois, a expliqué que depuis quelques semaines, enfin, voilà, il recevait tout un tas de gens qui venaient lui parler de la paix, mais d'une paix évidemment inadmissible et inenvisageable du point de vue russe, sur la base de ce que Zelensky avait accepté en fait déjà en 2022, au bout de quelques jours de l'intervention militaire russe, lors des négociations dites d'Istanbul. Et il explique, Vladimir Poutine, il dit mais il y a des gens dangereux, et il pense clairement à Emmanuel Macron, qui s'imaginent, qui viennent me parler de la paix et proposer un cessez-le-feu. Mais en fait, pourquoi? Quel est notre intérêt à nous, Russes, de faire le cessez-le-feu? On est en position de force. On n'a aucun intérêt à faire un cessez-le-feu. En revanche, en face, oui, on a intérêt à ce qu'il y ait un cessez-le-feu, un gel du conflit, puisqu'il n'y a plus de munitions. Et que tant qu'il n'y en aura pas, l'Ukraine est dans une situation épouvantable. Donc, si vous voulez, le message de Poutine lors de cette interview, et le message d'ailleurs de tous ces subordonnés depuis, c'est toujours le même, mais vous nous prenez pour des truffes, quoi, pardonnez-moi la familiarité, vous nous prenez pour des imbéciles. Vous allez nous refaire le coup des accords de Minsk, c'est-à-dire on va se mettre à discuter, gel du conflit, gna-gna, cessez-le-feu pendant des mois, et puis pendant ce temps, vous reconstituez les stocks, et puis dès que c'est reconstitué, on dit « Ah ben non, en fait, c'était pour rire, hein, les négociations, maintenant on repart. » Et juste, on gomme notre avantage militaire présent. Voilà.
Et on s'assoit dessus, on fait comme s'il n'existait pas, et on attend de recommencer à faire la guéguerre dans 6 mois. Voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on comprenne, soit on veut aller vraiment au choc, et je ne donne pas cher un de nos hommes et des résultats concrets, politiques et militaires d'une telle bêtise, soit on veut discuter, et dans ce cas-là, on discute sur des bases réalistes. Le plan Zelensky, c'est un truc, oui, c'est un plan comme moi, je rêve parfois, vous voyez, que je fais des choses formidables pour mon pays. Mais non, voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, voilà, j'essaie de faire le mieux vis-à-vis de vous, mais il faut arrêter de rêver sa vie, quoi, hein, de rêver sa life, comme disent les jeunes. Donc on va pas, si vous voulez, la Russie, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je l'ai dit dans plein d'interviews, et on m'en veut assez pour ça, la Russie ne lâchera pas 1 centimètre carré de ce qu'elle a conquis depuis 2022. Ces territoires appartiennent désormais constitutionnellement au territoire de la Fédération de Russie. La Russie est en position de force militaire. C'est un fait. C'est pas parce qu'on raconte n'importe quoi aux Français depuis 2 ans sur tous les plateaux des mainstream media que ça a changé la réalité. La réalité, c'est que la Russie est en position de force. Et donc, elle ne va pas donner ce qu'elle a conquis au prix, elle aussi, de milliers d'hommes, de dizaines de milliers de morts, de milliards, de tout un tas de difficultés, de tout un tas de problèmes. Enfin, je veux dire, c'est inconcevable de penser ça. Donc, quand on continue à dire ça et à poser ce type de base de négociation, ça veut dire qu'on ne veut pas négocier. On veut la guerre. On veut continuer. Sinon, on ne ferait pas ça. Sinon, on chercherait les bases d'un compromis. Il y a des concessions que peut et doit faire la Russie, mais il y a évidemment un état de fait militaire qui est la base de tout dialogue. Ça se passe toujours comme ça. Je veux dire, la guerre, c'est pas un truc, c'est pas un jeu, quoi. C'est pas un jeu vidéo. C'est quelque chose de très concret. Donc, on a un problème. La Russie est en position de force. Aujourd'hui, les Ukrainiens, c'est tout simple. Il y a quelques chiffres. Les Ukrainiens tirent 2000 obus jour, les Russes 10 000. Bon. Qu'on m'explique comment on va y arriver, qu'on m'explique. Le front est sur le point de s'effondrer, les avancées russes se poursuivent tous les jours, à plusieurs endroits. On a promis, nous, 1 million en 2024 d'obus, on en a livré un peu plus de la moitié, ce qui n'est pas mal. Le potentiel de production américain, si l'allocation des 60 milliards se faisait, serait d'1,3 million, mais pour l'instant il est de 0. Pour 2024. Hein, la Russie, en 2024, elle va produire plus de 2 millions d'obus et 4 millions si on compte les livraisons iraniennes et nord-coréennes. Donc, c'est ça la réalité de la guerre. C'est pour ça que quand on parle de gel du conflit à Vladimir Poutine, il ouvre probablement des yeux comme des soucoupes, ou alors il rit en disant « mais quel est mon intérêt? Pourquoi accepterais-je cela ?» Bon. Donc, il y a une crise des munitions qui est colossale. Il y a une crise des hommes, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il y a une crise aussi des stocks existants de munitions, parce qu'il existe des stocks, évidemment. Mais quel est leur état? Quel est leur calibre? Quelle est leur interopérabilité avec les armes ukrainiennes à disposition aujourd'hui de ce qui reste des forces ukrainiennes? Donc, voilà. De la même manière qu'on ne comprend pas, ou qu'on fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe sur le terrain, on ne comprend pas plus l'impact des attaques ukrainiennes sur les raffineries pétrolières russes. Là aussi, c'est mal analysé, comme au plan militaire. On n'a pas compris que les Russes, ils allaient réparer. Donc on explique que ça va casser leur base industrielle, énergétique, etc., etc. Ce n'est pas vrai. Voilà. Donc il faut vraiment, si on veut sortir de cette mouise, il faut admettre la réalité militaire sur le terrain et relancer un dialogue clair et totalement comprehensive, total, intégratif, si vous voulez, de tous les aspects, y compris des aspects généraux de la sécurité européenne, avec la Russie. Voilà, la question c'est qui le veut? Je ne vois personne, malheureusement. Avec quels interlocuteurs côté ukrainien? Je ne vois personne, malheureusement.
Et donc, eh bien, ça continue entre 800 et 1000 morts ukrainiens jour. Voilà, c'est ce qu'on appelle aider l'Ukraine. Alors, moi, je suis désolée, mais j'ai un vrai problème. J'ai un vrai problème avec ce mensonge-là. On est dans un empire du mensonge. Évidemment, c'est pas pour l'instant ni nos fils, ni nos filles, ni nos fils et filles au sens de soldats français de la France qui meurent, mais jusqu'à quand? Donc voilà, on est dans un stop ou encore, et l'Europe dit encore. C'est délirant, mais c'est comme ça. Parce que de toute façon, on explique que le dialogue, c'est la faiblesse, le dialogue, c'est le renoncement, le dialogue, c'est Munich, le dialogue, c'est je sais pas quoi. Donc on se met en situation de ne pas pouvoir dialoguer, sauf à se dédire finalement et à sombrer dans je ne sais quelle mauvaise attitude scandaleuse et faible vis-à-vis du monstre russe. Bon, quatrième point, ça ira beaucoup plus vite, les attaques sur la centrale nucléaire de Zaporijia. Ça recommence, parce que les Ukrainiens sont en telle panique. Il y a eu donc un drone kamikaze qui a atterri sur le toit du bâtiment abritant le 6e réacteur de Zaporijia. Et le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Grossi, a dit qu'on était passé assez près de l'incident nucléaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Zaporijia, c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. C'est la 9e au monde. C'est une centrale qui produisait, du temps où elle était sous contrôle ukrainien, l'énergie de 10 millions de personnes. 1/5 de l'électricité du pays, la moitié de l'énergie nucléaire. La centrale a été mise sous contrôle de Moscou très vite, dès le début de l'opération militaire spéciale en 2022, et depuis, les Ukrainiens attaquent. Voilà, c'est comme s'ils attaquaient n'importe quoi, mais là c'est une centrale nucléaire quand même. Même si elle est devenue propriété fédérale russe, elle est quand même là où elle est située. Donc, si vous voulez, on est quand même dans une folie. Je ne sais pas si c'est les services secrets ukrainiens qui manigancent ces attaques, mais il faut arrêter ces gens. Enfin, je veux dire, c'est un chantage au désastre, en fait. C'est un chantage au désastre de la part des Ukrainiens, parce que si un accident nucléaire intervenait sur Zaporijia, c'est une partie de l'Europe qui vivra beaucoup plus qu'un nouveau Tchernobyl. C'est non seulement toute l'Ukraine, non seulement un bout de la Russie, non seulement la Roumanie, non seulement la Bulgarie, non seulement la Biélorussie, mais ça peut, selon la gravité de l'incident, ça peut aller encore plus loin. Donc comment peut-on laisser ces gens-là faire cela? C'est fou, c'est dingue. On est tous en danger en fait. Voilà. Mais bon, on nous en parle à peine, donc évidemment, ça n'existe pas. Voilà. Donc, mes deux derniers points portent sur le lien entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe dans le reste du monde. Je vais être très brève. Il faut toujours essayer de se décentrer un peu, parce qu'évidemment, ce conflit nous concerne, il est là, on est engagé, on n'arrête pas d'en parler, on prend des positions, etc. Mais le reste de la planète vibre, bouge, se bat, combat pendant ce temps, et tout est lié en géopolitique. Donc c'est pas une petite bulle, là, l'Ukraine en Europe et puis le reste du monde. Ça va ensemble. Et si on comprend l'importance des enjeux de ce qui se joue en Ukraine, par exemple au Moyen-Orient, et vice-versa, on comprend mieux. Parce que le même processus est à l'œuvre. Et ce processus, c'est un processus global d'impuissance, enfin de perte de puissance, pas d'impuissance, de perte de puissance, et de décrédibilisation du pôle occidental à l'échelle mondiale. Voilà. Donc maintenant, ce n'est plus un scoop, ça y est, on a fini par le dire, on en est malade, mais c'est un fait. Voilà, le sud collectif existe, et le nord collectif ou l'ouest collectif est en mauvaise posture. Ok, voilà, bah c'est sûr, c'est vrai, et c'est de plus en plus vrai. Et donc, il y a cette crispation que l'on voit en Ukraine, mais on la voit aussi sur le conflit israélo-palestinien en ce moment même. On la voit aussi sur les relations entre les États-Unis et la Chine. On la voit aussi à Taïwan. On la voit partout, cette crispation occidentale, en mode de plus en plus paniqué.
Et c'est un vrai problème, ça aussi, parce que c'est pas quand on panique qu'on trouve des solutions. Donc, on est en train de pousser, de mettre à feu et à sang une grande partie quand même des pays de la planète, et ça c'est nous qui le faisons quand même. C'est un peu comme à la roulette, quoi. C'est all in, voilà. On met tous nos jetons, tous nos trucs. Allez, on y va. Ça passe ou ça casse. Si ça casse, ah oui, bah si ça casse. Bon, on verra plus tard. Allez, on va voir, ça va passer. Bon, ça va pas passer. Ça va pas passer. Voilà. Moi, je le dis, ça fait 10 ans bientôt que je le dis, donc vous voyez, ça marche pas très bien, on m'écoute pas beaucoup. Mais le monde, quand même, est drastiquement différent. Donc, que se passe-t-il en ce moment même? Quelques petits points. D'abord, vous avez l'Amérique qui essaie toujours, mais là aussi, quelle naïveté, de découpler la Chine de la Russie. Ah, le grand rêve. Mais ça, il fallait y penser avant. Parce que pour découpler la Chine de la Russie, il faut quand même que la Russie y trouve son compte. Donc il eût fallu arrimer la Russie à l'Europe et au pôle occidental, il y a 30 ans déjà, au moins il y a 20 ans, quand Poutine est arrivé et qu'il le demandait à corps et à cri. Voilà, on n'a pas fait tout ça. On les a réunis, on les a recouplés, on en a fait des tourtereaux. Alors bien sûr, ils ont des intérêts différents, ils se jaugent, c'est évident, ce sont aussi des rivaux, ce sont aussi des concurrents dans plein de domaines, mais ils ont cette nécessité et sans doute aussi une certaine, comment dirais-je, un certain rapprochement au plan de la manière dont ils voient leur pays, dont ils voient leur nation, dont ils voient leur État, dont ils voient les questions de sécurité. Ils ont une nécessité à s'entendre. Donc Biden appelle Xi. Il envoie Janet Yellen, présidente de la Fed, en Chine, qui est allée vraiment baiser la babouche, hein, quasiment, de Xi Jinping, en disant « Mais non, 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 nous on ne veut pas se découpler au plan économique et financier, évidemment, vu la situation de l'Amérique, au plan économique et financier de la Chine, on comprend que nous sommes les deux grands désormais, donc nous devons travailler ensemble, etc., etc. » Tout ça pendant que, du côté du Pentagone et ailleurs, on essaie de vendre le plus d'armes possible à Taïwan, on continue les provocations, etc., etc. Mais on se rend peut-être compte que de toute manière, c'est assez sans issue, vu l'évolution du calendrier et la proximité de l'élection maintenant, et qu'il vaut peut-être mieux calmer un peu le jeu et obtenir certaines choses dans le domaine économique et financier. Donc Yellen est allée là-bas, Biden a appelé Xi, mais le problème, c'est que tout ça, ça ne marche pas. D'abord, les Chinois ont, je crois, répondu que ça n'avait aucun sens de se découpler de la Russie tant que les États-Unis et l'OTAN poursuivaient leurs manœuvres agressives en Asie-Pacifique. Bon, ça aussi, c'est assez logique. C'est assez logique. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout faire en même temps et obtenir le beurre, l'argent du beurre sur de la crémière. Donc, ça ne marchera pas, ce découplage Chine-Russie, même si la Chine, d'une certaine manière, observe les difficultés de la Russie en Ukraine en se disant que ça a aussi des avantages pour elle. D'abord, elle se met plus encore en surplomb, elle est éminemment nécessaire à l'économie russe, mais l'énergie russe lui est aussi évidemment nécessaire. Bref, ce qui vient de se passer, c'est surtout que Lavrov était hier à Pékin, après tous ces ronds de jambes américains, qu'il a rencontré son homologue Wang Yi et qu'ils ont discuté et qu'en gros, Lavrov a expliqué que le niveau du partenariat russo-chinois était sans précédent et que Wang Yi a renchéri en disant que la coopération stratégique sur la scène mondiale et le soutien réciproque étaient solides. Voilà, donc tout ça, c'est pas terrible quand même du point de vue de Washington. Autre chose pas terrible du point de vue de Washington, c'est évidemment ce qui se passe au Moyen-Orient, notamment depuis l'attaque israélienne sur le consulat iranien à Damas, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et puis, la poursuite quand même, hein, même si Israël a arrêté certaines de ses opérations terrestres au nord de la bande de Gaza, il a, paraît-il, décidé de la date
de l'offensive à Rafah, au sud, pour purger cette partie-là de la bande de Gaza des derniers bataillons islamistes. Bon. Alors tout ça, évidemment, je vous ai expliqué la semaine dernière un peu en détail que ça avait un impact sur les élections américaines et notamment sur les positions du Parti démocrate. Et donc, il y a une nécessité pour l'administration américaine d'avoir un discours qui est un discours, un double standard comme d'habitude, parce que pendant ce temps, les armes affluent, n'est-ce pas, pour Israël, pour continuer l'offensive. Donc, si vous voulez, c'est quand même assez énorme. Donc, il y a beaucoup de pression sur le thème. Ah, mais non, il faut un cessez-le-feu, il faut que l'aide humanitaire arrive. Mais vraiment, c'est horrible ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mais en même temps, hein, on envoie les bombes. Hein. Voilà. Bon. Donc, là aussi, le cynisme est total. Mais le problème, c'est que ça devient de plus en plus intenable comme position. Et c'est notamment intenable depuis que le secrétaire général des Nations Unies lui-même vient de s'alarmer publiquement des révélations faites par un certain nombre de militaires israéliens et de sites militaires israéliens sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la désignation de cibles par l'armée israélienne et sur l'ampleur des dommages collatéraux que permettait en fait cet usage de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire on a parlé de proportions terrifiantes, c'est-à-dire que les systèmes d'intelligence artificielle vous désignent des cibles, et de plus en plus de cibles islamistes, donc Hamas en l'espèce, mais que pour obtenir ces cibles, pour les acquérir, pour les détruire, vous allez faire un certain nombre de dommages collatéraux civils, notamment dans les zones densément peuplées, ce qui est à peu près le cas de toute la bande de Gaza, en tout cas au départ. Comme vous allez faire ça, malgré tout, comme votre cible est légitime et que l'intelligence artificielle l'a décidé, et que le contrôle humain sur cette intelligence artificielle est faible, eh bien, voilà, ça passe par pertes et profits. Donc, le ratio, c'est un combattant junior du Hamas pour 20 civils, et un commandant du Hamas pour 80 à 100 civils. Voilà. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, c'est au plan du droit international, au plan du droit de la guerre, des crimes de guerre, c'est vraiment une massification des dommages collatéraux qui est tout à fait terrifiante. Et donc c'est sorti. Alors évidemment là aussi on ne va pas en parler, on n'en parle pas d'ailleurs dans les médias français, en tout cas pas à ma connaissance, mais c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui montre que vraiment le soutien à Israël est de plus en plus ténu, d'autant plus que, et je terminerai là-dessus, et c'est triste de terminer là-dessus, mais il faut que je termine, de toute façon, d'autant plus que ce qui se passe en ce moment à Gaza, outre les assassinats de civils, c'est évidemment une famine qui est en train de se développer, vitesse grand V, avec des enfants qui meurent de faim sous les yeux de leurs parents, des adultes qui meurent de faim. Alors chacun incrimine l'autre, bien sûr, sur la mauvaise organisation de l'aide humanitaire, etc., etc. Mais la réalité, c'est celle-là, c'est qu'on est en train dans cette partie-là du monde, d'assister et de laisser advenir un désastre humain absolument monstrueux. Voilà, je termine, je suis désolée de terminer sur ce point-là, mais je pense que j'ai été déjà longue et peut-être trop longue. Donc, je vous laisse ce soir sur cette triste nouvelle. Tout ça pour vous dire qu'il serait temps que les gens retrouvent à la fois, et nos dirigeants occidentaux comme les autres, retrouvent un peu de conscience, un peu de décence, un peu d'humanité et commencent à mesurer les fruits de leur hubris, les fruits vénéneux de leur hubris. Voilà, je vous quitte, je vous souhaite une belle soirée. Si vous voulez liker, partager cette vidéo, ne vous gênez pas, inscrivez-vous. Dites à ceux qui s'intéressent aux questions géopolitiques un peu
brut de décoffrage de s'inscrire. Et si vous souhaitez nous soutenir, eh bien vous avez la cagnotte Tipeee qui vous attend, qui attend vos dons, dont je vous remercie par avance. Je ne peux pas remercier tout le monde, malheureusement, mais je le fais de tout cœur et je le fais en vous parlant comme ça, face caméra. Merci et bonne soirée à tous. Au revoir.